Et si Anastasia n'avait jamais échappé à son destin tragique? Et si personne, dans cette famille impériale déchue, n'avait survécu à l'horreur de cette nuit de juillet 1918? Pendant près d'un siècle, le sort de la dernière famille Romanov a nourri l'imaginaire collectif, inspirant une multitude de livres captivants, des films hollywoodiens emplis de mystères et de romances, et même des procès royaux qui ont divisé les cours européennes et les tribunaux allemands. En 1920, une femme énigmatique, repêchée des eaux froides d'un canal à Berlin après une tentative de suicide, prétendit être la grande-duchesse Anastasia, la plus jeune fille du tsar Nicolas II. Son histoire, mêlant amnésie, cicatrices mystérieuses et souvenirs fragmentés de la vie à la cour, captura immédiatement l'attention du monde entier, déclenchant des décennies de batailles judiciaires acharnées, de débats passionnés et de spéculations sans fin. Des tombes furent découvertes au fil des ans dans les forêts sombres de l'Oural, mais tous les corps n'y étaient pas présents, laissant place à l'espoir tenace d'un miracle. Les sceptiques pointaient du doigt l'absence du tsarévitch Alexis, l'héritier fragile frappé par l'hémophilie, et d'une des filles, alimentant les théories les plus folles. L'Église orthodoxe russe, gardienne intransigeante de la tradition et de la foi, refusa longtemps de se ranger aux conclusions de la science moderne, invoquant des doutes sur l'authenticité des preuves. Même le prince Philippe, duc d'Édimbourg, arrière-petit-neveu de la tsarine Alexandra, fournit son ADN pour contribuer à la quête de vérité, reliant ainsi les lignées royales britanniques et russes dans une enquête génétique inédite. Puis, en 2007, une seconde tombe fut mise au jour dans une forêt russe isolée, révélant des os brûlés et fragmentés, ceux d'un garçon et d'une fille. De nouveaux tests ADN, menés par des experts internationaux, vinrent clore le chapitre scientifique, mais le silence de l'Église persista, teinté de réticence. Pour les scientifiques, le message était clair et irréfutable. Tous les Romanov avaient péri cette nuit-là, en 1918, dans le sous-sol d'une maison fortifiée à Yekaterinbourg. Aucun survivant, aucun sauvetage secret orchestré par des loyalistes monarchistes, juste une trahison brutale, des baïonnettes impitoyables et un siècle entier de mensonges savamment tissés pour masquer l'horreur et consolider le pouvoir bolchevique naissant. Pour saisir l'ampleur de cette tragédie, il faut remonter aux racines de la dynastie Romanov, une ascension forgée non dans la gloire des palais impériaux, mais dans le désespoir absolu d'une Russie en lambeaux. Au début du XVIIe siècle, en 1613 précisément, le pays traversait l'une des périodes les plus sombres de son histoire, connue sous le nom d'époque des troubles. Cette ère dévastatrice était marquée par un chaos politique incessant, des famines qui décimaient des régions entières, des invasions étrangères orchestrées par la Pologne et la Suède, et des révoltes civiles qui ensanglantaient les campagnes et les villes. La dynastie des Riorikides, qui avait régné sur la Russie pendant plus de 7 siècles, s'était éteinte avec la mort du tsar Fédor Ier en 1598, un souverain faible, sans héritier direct, dont le règne avait été marqué par l'instabilité. Dans les années qui suivirent, le trône fut disputé par une succession d'imposteurs comme les faux Dimitri, qui prétendaient être le fils défunt d'Ivan le Terrible, soutenu par des puissances étrangères avides d'influence, et par des boyards, ces nobles ambitieux engagés dans des luttes de pouvoir violentes et fratricides. Les armées polonaises occupèrent Moscou en 1610, installant un roi fantoche, tandis que les Suédois pillaient les territoires du Nord. La capitale, autrefois symbole de la grandeur orthodoxe, gisait en ruine, ses kremlins profanés, ses habitants réduits à la misère. Le peuple russe, épuisé par des décennies de guerre, de faim et de pillage, réclamait désespérément un retour à l'ordre, une figure capable de restaurer l'unité nationale et de chasser les envahisseurs. C'est dans ce vide abyssal de pouvoir qu'émergea une figure inattendue et presque improbable, Mikhaïl Fyodorovitch Romanov, un adolescent timide de 16 ans, réfugié dans un monastère avec sa mère, la nonne Martha. Malgré sa jeunesse flagrante et son manque total d'expérience en matière de gouvernance ou de guerre, Mikhaïl possédait un atout précieux, il était le petit-neveu d'Anastasia Romanovna, la première épouse bien-aimée d'Ivan le Terrible, ce tsar légendaire dont le règne avait marqué l'expansion de la Russie. Ce lien de sang, aussi distant soit-il, lui conférait une légitimité ancestrale aux yeux des traditionalistes. Mais ce qui scella véritablement son destin fut la convocation du Zemski Sobor, une assemblée nationale exceptionnelle réunissant nobles, clergés et représentants des citoyens, qui vit en lui un candidat consensuel pour apaiser une nation fracturée. Contrairement à d'autres prétendants plus agressifs, Mikhaïl ne menaçait pas immédiatement les intérêts des élites boyardes. En mars 1613, lors d'une cérémonie solennelle à Kostroma, on lui offrit la couronne. Terrifié par l'énormité de la tâche, il refusa d'abord, craignant pour sa vie dans un pays encore instable. Mais sa mère, femme de caractère et de piété, l'aurait convaincu avec ces mots résonnants, « Il faut accepter, mon fils.
Mieux vaut périr avec le peuple que laisser le peuple périr sans toi. Mikhaïl céda, et ainsi naquit la dynastie Romanov, destinée à régner sur la Russie pendant 304 ans, transformant un royaume médiéval en un empire vaste et puissant s'étendant de la Baltique au Pacifique. Les premiers Romanov durent lutter pour consolider leur pouvoir fragile. Mikhaïl et son successeur Alexis Ier affrontèrent des révoltes paysannes, des intrigues de cour et les séquelles des invasions étrangères. Ils renforcèrent l'autocratie, centralisèrent l'administration et s'appuyèrent sur l'Église orthodoxe pour légitimer leur règne. À la fin du XVIIe siècle, la monarchie était solide, mais c'est avec Pierre le Grand que la Russie entra dans une ère de transformation radicale. Ce tsar colérique, géant de plus de 2 mètres, obsédé par la modernisation, entreprit un voyage incognito à travers l'Europe occidentale en 1697 à 1698, se faisant passer pour un simple artisan pour apprendre les secrets des tactiques militaires, de la construction navale et de l'ingénierie. Accompagné d'une suite de 250 personnes, il visita les chantiers navals hollandais, les arsenaux anglais et les cours prussiennes, absorbant avidement les innovations. De retour en Russie, il imposa ses réformes par la force brute, il obligea les boyards à couper leur barbe traditionnelle, symbole de l'ancien ordre, et à adopter des vêtements européens. Il réforma l'armée en créant une force professionnelle équipée à l'occidentale. Il bâtit une marine puissante depuis zéro, fondant des ports sur la Baltique après la victoire contre la Suède dans la Grande Guerre du Nord. Pierre fonda également une nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, construite sur des marais conquis aux Suédois, avec ses canaux inspirés d'Amsterdam et ses palais baroques, tournés résolument vers l'Occident. Sous son règne, la Russie devint un empire européen, et les Romanov des monarques absolus, régnant par droit divin, écrasant les rébellions comme celle des Streltsy en 1698, où des milliers furent exécutés publiquement. Pierre, surnommé le Grand pour ses accomplissements, mais craint pour sa cruauté, posa les fondations d'une Russie moderne, tout en exacerbant les inégalités sociales. Après Pierre, la dynastie connut une succession de souverains, dont plusieurs femmes marquantes, culminant avec Catherine la Grande. Née Sophie Auguste Frédéric d'Anhalt-Zerbst, une princesse allemande mineure, elle arriva en Russie à 14 ans pour épouser l'héritier Pierre III. Brillante, calculatrice et imprégnée des idées des Lumières, elle correspondait avec Voltaire et Diderot. Catherine orchestrait un coup d'État en 1762, renversant son mari incompétent et instable, qui mourut mystérieusement peu après. Son règne de 34 ans fut un âge d'or pour l'Empire, elle étendit les frontières par des guerres victorieuses contre l'Empire ottoman, annexant la Crimée en 1783, et par la diplomatie, participant au partage de la Pologne. Elle promut les arts, fonda des académies, encouragea la littérature et l'éducation, tout en réformant l'administration pour renforcer le centralisme. Pourtant, son ère fut entachée par le renforcement du servage, qui liait des millions de paysans à la terre comme des quasi-esclaves, provoquant des rébellions massives comme celle d'Emelian Pougatchev en 1773 à 1775, un cosaque qui se fit passer pour Pierre III et mobilisa des dizaines de milliers de serfs avant d'être écrasé. Catherine, la Grande, incarna les contradictions des Romanov, éclairée en théorie, autocratique en pratique, élargissant l'empire tout en creusant les fossés sociaux. Au XIXe siècle, ces contradictions s'accentuèrent. La Russie était un colosse territorial, s'étendant de la Pologne au Pacifique, du cercle arctique à l'Asie centrale, riche en ressources naturelles mais profondément inégalitaire, répressive et socialement figée. Les piliers du trône, autocratie absolue, orthodoxie religieuse et nationalisme slavophile, paraissaient anachroniques face à une Europe en pleine révolution industrielle et réforme constitutionnelle. Alexandre Ier, acclamé pour avoir vaincu Napoléon en 1812 lors de l'invasion française, une campagne qui vit Moscou incendiée mais l'armée russe triomphante, mourut en 1825 dans des circonstances mystérieuses à Taganrog, alimentant des rumeurs persistantes d'abdication secrète et de vie d'ermite sous le nom de Fiodor Kouzmitch. Son successeur, Nicolas Ier, incarna la répression, il écrasa brutalement l'insurrection des décembristes en 1825, un groupe d'officiers libéraux inspirés par les idées françaises, qui rêvaient d'une constitution et de l'abolition du servage. 5 furent pendus, des centaines exilés en Sibérie. Nicolas consolida un état policier avec la 3e section, une police secrète omniprésente et une censure draconienne, tout en menant des guerres expansionnistes en Perse et en Turquie. À la fin du XIXe siècle, les idées révolutionnaires se propageaient comme une épidémie. La théorie marxiste, importée d'Occident, gagnait du terrain parmi les intellectuels, les ouvriers des usines naissantes et les paysans opprimés. Des sociétés secrètes comme Narodnaya Volia assassinaient des officiels,
culminant avec l'attentat contre Alexandre II en 1881, le tsar libérateur qui avait émancipé les serfs en 1861 mais tardé sur d'autres réformes. Son fils Alexandre III, réactionnaire, renforça l'autocratie, persécuta les minorités juives avec des pogroms et russifia les périphéries. Même au sein de la famille Romanov, des voix libérales comme le grand-duc Sergueï Mikhailovitch avertissaient d'un effondrement imminent si des changements n'étaient pas opérés. Pourtant, lors du couronnement de Nicolas II en 1896, le dernier tsar semblait sourd à ces avertissements. Dévot, doux et douloureusement indécis, Nicolas n'avait pas été préparé à gouverner, élevé dans l'ombre de son père autoritaire. Son règne débuta par un drame, la tragédie de Kodynka, où près de 1389 personnes furent piétinées à mort lors des festivités populaires à Moscou, dû à un contrôle de foule défaillant pendant la distribution de cadeaux commémoratifs. Au lieu de se rendre immédiatement sur les lieux pour exprimer sa compassion, Nicolas assista à un bal français, ce qui lui valut le surnom infamant de Nicolas le Sanglant et aliéna une partie du peuple dès le départ. Les signes avant-coureurs s'accumulèrent rapidement. En 1904, la Russie s'engagea dans la guerre russo-japonaise, une aventure militaire mal préparée motivée par l'expansion en Extrême-Orient, qui se solda par une défaite humiliante à Port-Arthur et Tsushima en 1905. Cette perte ébranla la confiance en la monarchie, révélant les faiblesses de l'armée et de la marine, et déclencha la révolution de 1905, grève générale paralysant les usines, mutineries comme celle du cuirassé Potemkin et manifestations massives à Saint-Pétersbourg, culminant avec le Dimanche rouge où les troupes tirèrent sur une foule pacifique menée par le prêtre Gapon, tuant plus de 200 personnes. Nicolas répondit à contre-cœur en octroyant la Douma, un parlement élu, mais il la dissolut à plusieurs reprises lorsqu'elle défiait son autorité, rendant les réformes superficielles. Le ministre Piotr Stolypine tenta des changements agraires pour créer une classe de paysans propriétaires, mais fut assassiné en 1911, laissant le régime vulnérable. Au milieu de cette instabilité politique, la vie personnelle de Nicolas était un tourment constant. Son épouse, Alexandra Fyodorovna, née Alix de Hesse-Darmstadt, petite fille de la reine Victoria et élevée en Allemagne, était profondément impopulaire, perçue comme froide et étrangère. Le couple, uni par un amour sincère, eut 4 filles Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, avant la naissance tant attendue d'Alexis en 1904, l'héritier mâle. Mais le tsarévitch était atteint d'hémophilie, une maladie héréditaire transmise par la lignée maternelle, provoquant des hémorragies internes douloureuses et potentiellement fatales. Désespérée, Alexandra se tourna vers Grigori Raspoutine, un mystique sibérien charismatique, paysan autodidacte aux yeux hypnotiques, qui prétendait soulager les crises d'Alexis par la prière et l'imposition des mains. L'influence croissante de Raspoutine à la cour, il conseillait sur les nominations ministérielles et influençait la politique, alimenta des scandales, rumeurs de débauche avec des courtisanes, de corruption et de manipulation occulte. La presse clandestine le dépeignait comme un moine fou contrôlant la tsarine, et des tentatives d'assassinat précédèrent son meurtre en décembre 1916 par un groupe de nobles, dont le prince Félix Youssoupov, qui l'empoisonna, le cribla de balles et le jeta dans la Neva gelée. Puis vint la catastrophe suprême, la Première Guerre mondiale. En 1914, la Russie entra en conflit aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, mobilisant 15 millions d'hommes dans une guerre de patriotisme initiale. Mais le pays n'était pas prêt. Soldats envoyés au front sans fusils adéquats, munitions épuisées après les premières batailles comme Tannenberg, infrastructures ferroviaires surchargées causant des famines en ville. Plus de 2 millions de soldats périrent en 3 ans, et les civils souffraient de pénuries alimentaires exacerbées par l'hiver rigoureux. Les grèves paralysaient Petrograd, renommée de Saint-Pétersbourg pour des raisons patriotiques. En 1915, Nicolas commit une erreur fatidique. Il quitta la capitale pour prendre le commandement personnel de l'armée au front, laissant Alexandra gérer les affaires intérieures avec Raspoutine comme ombre. Cela ternit l'image de la monarchie, accusée d'être sous influence allemande, Alexandra étant née et mystique. En février 1917, l'Empire implosa. À Petrograd, des émeutes pour le pain dégénérèrent en manifestations massives impliquant ouvriers, soldats et étudiants. L'armée se mutina, refusant d'obéir aux ordres de répression. La Douma forma un gouvernement provisoire. La révolution était irrésistible. Le 15 mars 1917, coincé dans un train impérial près de Pskov, Nicolas II abdiqua pour lui et son fils, désignant son frère Mikhaïl comme successeur. Mais Mikhaïl refusa le lendemain, craignant le chaos. Pour la première fois en 3 siècles, la Russie était sans tsar,
passant sous un gouvernement provisoire libéral mais faible, mené par Kéranski. Nicolas espérait un exil en Grande-Bretagne, où son cousin Georges V avait accepté initialement. Mais sous pression politique, crainte de contagion révolutionnaire, l'offre fut retirée. Les Romanov furent placés en résidence surveillée, d'abord au palais de Tsarskoïe Selo, près de Petrograd, où ils menaient une vie relativement confortable, jardinant et éduquant les enfants, puis transférés à Tobolsk en Sibérie en août 1917 pour sécurité. Lorsque les bolcheviks prirent le pouvoir en octobre 1917 lors de la Révolution d'octobre, ils virent les Romanov comme des symboles dangereux de l'ancien régime. En pleine guerre civile opposant rouge bolchevique et blanc monarchiste, la famille devint un otage potentiel. En avril 1918, ils furent moved à Yekaterinbourg, dans l'Oural, une ville bolchevique radicale. À l'été 1918, les Romanov n'étaient plus en résidence surveillée mais prisonniers dans une forteresse. La maison Ipatiev, une demeure marchande ordinaire à Yekaterinbourg, fut fortifiée avec des palissades, rebaptisée maison à usage spécial. De l'extérieur, rien ne trahissait l'intérieur. Fenêtres blanchies, gardes armés 24h24. À l'intérieur, c'était un tombeau vivant. Surveillés par des gardes rouges hostiles, dépourvus de titres et de luxe, leur quotidien était angoisse. Alexandra, souffrant de sciatique et de migraine, se détériorait. Alexis, 13 ans, endurait des hémorragies. Les filles Olga, 22, Tatiana, 21, Maria, 19, Anastasia, 17, maintenaient le moral par lecture, prière, couture, aidant aux tâches ménagères. Mais l'atmosphère s'alourdissait, rations réduites, gardes insultants, nouvelles de l'avance blanche. La menace venait de l'horizon, l'armée blanche approchait, risquant de libérer les Romanov, en faisant des symboles contre-révolutionnaires. Lénine et le soviet des Ourals décidèrent leur élimination. Le 16 juillet 1918, Yakov Yurovsky, commandant bolchevique, prépara l'exécution. Vers 1h30, il réveilla la famille sous prétexte d'évacuation. Nicolas, méfiant mais obéissant, descendit avec tous, Alexandra, enfant, 4 serviteurs, Botkin, Trupp, Karitonov, Demidova. Au sous-sol étroit, on leur dit poser pour une photo. 2 chaises pour Alexandra et Alexis. Yurovsky entra avec 11 exécuteurs, lut la sentence. Une balle frappa Nicolas. KO, tir dans la fumée, balle ricochant. Alexandra et serviteurs moururent vite. Mais les filles, avec joyaux cousus dans corset, armure improvisée, résistèrent. Gémissements, panique. Baïonnettes achevèrent, Olga poignardée, Tatiana abattue, Maria et Anastasia luttant plus longtemps, témoins entendirent cris persistants. Corps dépouillés, transportés à la forêt de Koptiaki. Jetés en mine, mais trop peu profonde. Mutilés, acide sulfurique, brûlés, fracassés. Enterrés en 2 fosses, principale avec 9, seconde avec Alexis et Anastasia à 70 mètres. Soviets annoncèrent seulement mort de Nicolas, mentant sur la famille en lieu sûr. Cela naquit la légende. Du chaos émergèrent rumeurs, survivants, sauvetage, imposteurs surgirent en Europe. Mais Anna Anderson domina. Repêchée à Berlin en 1920, elle revendiqua être Anastasia en 1922. Cicatrices, souvenirs intimes, manières aristocratiques convainquirent certains, comme Gleb Botkin. Procès allemand de 1938 à 1970, experts, témoignages. Elle épousa Jacques Manahan aux USA, mourut en 1984 affirmant son identité. Science trancha. ADN 1994 prouva Franziska Chanskowska, ouvrière polonaise mentalement instable. En Russie, 1979, Avdonin et Ryabov localisèrent tombes secrètement. Exhumé 1991 post-URSS, 9 squelettes Nicolas, Alexandra, Olga, Tatiana, Maria, serviteurs. ADN mitochondrial comparé à Philippe, confirmé. Manquant, Alexis, Anastasia. 2007, seconde tombe, os brûlés. ADN confirma Alexis et Anastasia. Église canonisa en 2000 comme martyrs, mais hésite sur reste, doute en chaîne de custodie. En 2025, exhumation et tests supplémentaires pour satisfaire l'Église, influencée par conservateurs. Aujourd'hui, plus d'un siècle après, les Romanov servent agenda politique. Poutine mélange nostalgie impériale et fierté soviétique. Vérité connue, mais mythe persiste. Croyez-vous tous morts? L'Église devrait-elle reconnaître? Anna trompait-elle ou offrit-elle espoir? Partagez, likez, abonnez-vous pour plus d'histoires.